Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine, journaliste à l'étudiant et aujourd'hui nous allons corriger le sujet du jour 2 de l'épreuve d'AGGSP qui s'est tenue donc ce jeudi 20 juin 2024. Alors pour cela, je suis avec Camille Delavande. Vous êtes professeure en AGGSP au lycée Claude Bernard à Paris. Bonjour Camille et merci beaucoup d'être présente pour ce deuxième jour de corrigé. Bonjour Marine, oui, je suis très satisfaite. Les sujets étaient assez classiques. J'espère que la correction permettra aux élèves de voir à peu près s'ils ont plus ou moins réussi, tout en notant bien qu'il n'y a pas de problématique ou de plan attendu. On peut avoir une très bonne note avec un autre plan que ceux que je vais proposer. Voilà, c'est ça, c'est une proposition de corriger qu'on vous fait là, mais bien sûr rien d'absolu, donc pas de panique si vous n'avez pas exactement la même problématique, exactement le même plan. Alors du coup, pour, ce jour 2, les élèves avaient donc, 2 exercices à réaliser avec, une dissertation au choix et une étude critique, de documents. Donc pour la dissertation, vous aviez le choix entre coopérer dans les nouveaux espaces de conquête depuis les années 1970 et le patrimoine, un enjeu de tension dans le monde. Et pour l'étude critique de documents, il s'agissait de l'extrait du discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, si ça vous va, on va peut-être commencer par le premier sujet de dissertation. Oui, très bien. Donc, coopérer dans les nouveaux espaces de conquête depuis les années 70. Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière sur ce sujet dans la formulation Alors, dans la formulation, c'était assez clair. Au contraire d'hier, là, c'était les nouveaux espaces de conquête. Donc, il fallait bien prendre en compte l'espace et mer et océan. Oui, parce que le sujet Euh, d'hier, c'était dans le texte, dans l'étude de texte, c'est ça? Voilà, dans l'étude de documents, on pouvait faire un petit peu référence éventuellement au droit de la mer, mais le cœur de l'étude de documents, c'était la conquête spatiale, alors que là, on a bien les Mmh. deux aspects. Donc voilà, oui, je déconseille à mes élèves de faire une partie espace et une partie mer et océan, hein. C'est Ah, pas vraiment ça qui est attendu. Voilà, donc coopérer, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ce terme-là. Les espaces de conquête, donc c'est toujours, on est dans cette idée de territorialisation, des espaces qui appartiennent de plus en plus aux États. On pouvait faire une petite accroche avec Grotius sur le libre droit de la mer, puisque ça date du XVIe siècle, mais c'est un des livres fondateurs mmh. de la réflexion sur le droit des mers. Et voilà, donc les nouveaux espaces de conquête et l'accent sur la coopération, pareil, c'est un thème classique qu'on retrouve très souvent en géopolitique, le binôme conflit, Mmh. coopération. Voilà, donc comme problématique, j'aurais en fait repris plus ou moins la consigne du sujet. Dans quelle mesure les nouveaux espaces de conquête sont-ils des enjeux pour les États à partir des années 1970, en pensant bien à définir la bande de 1970. Donc là, c'est plutôt par rapport à la conquête spatiale. En 1975, on a la poignée de main entre un astronome soviétique et américain qui, via Apollon et Soyouz, se sont retrouvés dans l'espace. Et donc les années 70, c'est un peu la fin de la conquête spatiale au niveau de la guerre froide. Donc, c'est le début d'une coopération, en fait. Mmh. Oui, donc penser à mettre l'accent sur ça, ça peut être pas mal. Oui, d'expliquer pourquoi c'est les années 70, Oui. c'est bien. Après, on peut dire aussi, c'est la mise en place de ce qui sera après Montego Bay, mais bon, partir de ça, c'était très Mmh. bien aussi. Ouais. Mm. Et alors, à partir de cette problématique, quel développement on pouvait faire selon vous? Alors, en fait, on pouvait euh, donc montrer en fait pourquoi c'était important de coopérer, que ça permettait notamment de réduire les tensions géopolitiques entre les États. Donc, on peut rappeler, si on ne l'a pas fait dans l'introduction, cette histoire des Russes, des Soviétiques et des Américains qui se font une poignée de main. Et surtout, parler à partir des années 90, donc avec la fin de la guerre froide, on a une véritable coopération dans l'espace avec la mise en place de l'ISS. Donc ça, c'est la première Mmh. sous-partie de la De la première première partie. partie. Mmh. Hein. Donc, en sous-partie, on traite plutôt l'espace.
Et on montre comment l'ISS, qui agrège des puissances géopolitiques importantes, la Russie, les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Canada, travaillent ensemble et ça permet d'atténuer les conflits géopolitiques qui pourraient exister en fait, hein. Donc la coopération vue comme une aide pour diminuer les conflits. Et sur la partie plus des océans, c'est important de rappeler donc cette fameuse convention de Montego Bay de 82 qui a vraiment fixé les règles, justement pareil, pour éviter les conflits avec des zones plus ou moins appropriées par les États. La zone la plus classique étant la zone, la ZEE, hein, la zone économique exclusive, qui permet aux États d'exploiter les ressources du sol et de la colonne d'eau. Et ensuite, on a la haute mer qui, elle, est un bien international. Donc, cette convention de Montego Bay, c'est aussi une volonté d'améliorer la coopération. Et ça a donné, par exemple, si on veut être plus précis, le Conseil de l'Arctique en 1996 qui travaille conjointement, les différents États, pour gérer au mieux cette zone qui est quand même très fragile Mmh. au niveau environnemental. Ça, c'était donc dans la première partie, c'est les 2 éléments qu'on pouvait, Voilà, hein, en quoi, donc, du coup, ça permet d'éviter les conflits géopolitiques, la coopération. Dans un deuxième temps, il fallait aussi insister sur le fait que, comme c'est une coopération à l'échelle internationale, eh bien, ça permet aussi d'avoir des ressources qui peuvent être utilisées à l'échelle internationale, notamment dans tout ce qui est recherche et ce qui est protection de l'environnement. Donc, des choses qui ont une importance à l'échelle mondiale, en fait, hein. Et là, pareil, je fais 2 parties. Une première partie sur l'espace et une deuxième plus sur mer et D'accord. océan. Donc, l'ISS, ça permet en fait des avancées scientifiques, bien sûr tout ce qui est avancées astronomiques, Ouais. astrophysiques. Il y a un aspect médical aussi OK. qui est étudié. Et un autre aspect, tout ce qui est comment on peut voir la planète et comprendre notamment, par exemple, les changements Mmh. climatiques, ce genre d'enjeux. Pour la mer, la coopération, ça permet donc la protection de l'environnement et j'aurais donné comme exemple le triangle de corail, qui se trouve, en Asie du Sud-Est et qui est donc une coopération, entre les différents États, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, des États qui parfois, collaborent, enfin ne sont pas toujours d'accord à tous Mmh. les points de vue. Mais là, ils font ça ensemble pour protéger, ce corail qui est très fragile, notamment avec, le réchauffement climatique et qui est qui est vraiment une ressource alimentaire très, très importante pour les gens de la région. Donc l'aspect environnemental et aussi, économique pour permettre aux gens qui vivent là-bas, Mmh. de vivre, correctement. Et donc dans une troisième partie, j'aurais fait les limites de cette coopération. Les limites, il y a, tout ce qui est l'aspect financier. Notamment pour l'ISS, hein, Mmh. c'est les États-Unis qui sont les principaux fournisseurs, donnent enfin ça a coûté à peu près 150 milliards de dollars. Mmh. Et même avec la venue d'acteurs privés comme SpaceX qui a envoyé des astronautes dans l'ISS, Oui. le budget est très important. Et en 2025, le président actuel des États-Unis a dit qu'il arrêterait de subventionner l'ISS. Donc voilà, donc le problème du coût, plus les problèmes géopolitiques, puisque la Russie, avec 2014-2022, Mmh. c'est un peu compliqué avec l'Ukraine. Donc bon, là, ils ont du mal à coopérer quand Oui. même, hein. Oui, oui. Donc voilà, et pour montrer les limites de la coopération au sein des océans et des mers, j'aurais pris l'exemple de la mer de Chine méridionale. La Chine qui n'a pas signé d'ailleurs la convention de Montego Bay et qui ne respecte pas du tout cette convention et qui essaye d'étendre son territoire sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale.
Voilà, hein, ça permettait de Ouais, faire, un bon tour des ouais. enjeux principaux, voilà et Petit terminer en rappel en disant, conclusion, ouais. voilà, que c'est, vraiment un enjeu géopolitique, ces nouveaux espaces de conquête, puisque ça met en œuvre des enjeux de coopération, mais aussi des Mmh. enjeux de conflit, de concurrence. Voilà et une ouverture, si on avait une idée sur l'actualité, parler de Boeing, par exemple, qui Ouais, vient d'envoyer 2 astronautes, dans l'ISS. On pouvait le mettre en accroche ou, oui. en ouverture. Eh ben, merci beaucoup pour ces premiers éléments, en tout cas pour ce premier sujet. On va du coup passer, au deuxième sujet de dissertation, que vous aviez au choix, le patrimoine, un enjeu de tension dans le monde. Là pareil, pas de difficulté particulière sur ce sujet, sur ce deuxième Non, sujet? franchement, pas de piège, c'était un sujet qui était attendu, hein, objet de tension, donc on est toujours dans les termes de la géopolitique, hein, le Mmh. conflit, les tensions, la guerre. Bon, les tensions, c'est moins fort que le conflit, c'est moins Oui, fort que la guerre. Mais voilà, donc un sujet classique, sur le patrimoine. Donc le patrimoine, bah, il faut bien le définir, ça oui. c'est vraiment une étape importante, Mmh. hein. Donc c'est un bien, matériel, immatériel ou naturel qui est jugé digne de préservation, pour une société donnée à un moment donné. Ça, c'est très important parce que si on repense à Notre-Dame, par exemple, Oui. au XVIe siècle, eh bien, personne ne s'intéressait à Notre-Dame. Ce n'est pas vu comme un objet de patrimoine. Il a Mmh. fallu attendre le 19e siècle pour que ce soit pris en compte, hein. Donc ce principe est très important. Donc bien montrer que le patrimoine, eh bien, c'est un enjeu, de soft power et on pouvait à cette occasion reprendre la définition de la puissance. C'est toujours bien de faire un petit rappel, Oui. sur les cours de première. Et d'aborder les notions de soft power et de hard power. Donc c'est principalement une ressource, de soft power, mais aussi de hard power avec, l'aspect économique. Mmh. Et donc du coup, là, c'est la question, le sujet est, une question donc Mmh. on peut reprendre, pour la problématique, on peut reprendre le sujet tel quel, hein. Ah C'est oui, pas oui, ça pénalise pas. le fait de ne pas reformuler n'est pas Non, forcément OK. ça n'enlève pas de points. Après, effectivement, si on arrive à reformuler, à trouver une bonne Mmh. formule, c'est mieux. Bon, moi, j'ai proposé dans quelle mesure, le patrimoine qui est un enjeu, de soft power, mais également économique, peut-il être un objet de tension, à différentes échelles, en fait. Oui, Voilà, d'accord, hein. Mais on peut reprendre, la problématique telle d'accord. quelle, c'est pas très ennuyeux. Et alors quel développement on pouvait faire? Toujours 3 parties? Oui, alors je propose 3 parties avec 2 sous-parties. Donc déjà, montrer que c'est un objet de tension, de façon géopolitique, pour s'affirmer en tant que Mmh. soft power, que c'est très important. Donc j'aurais pris, l'exemple, bah, le conflit, les tensions qui existent entre, la Grèce et la Grande-Bretagne par rapport aux prises, du Panathénée. Mmh. Puisqu'on a cette tension, la Grèce, dit que ça vient d'Athènes, donc ils veulent les récupérer. Les OK. États-Unis, la Grande-Bretagne dit que c'est un patrimoine mondial de l'humanité et que ça a tout à fait son lieu d'être au British Museum. Donc vous voyez ce mélange un peu de géopolitique à la fois, échelle Mmh. mondiale et échelle, locale. J'aurais mis ça en avant. Et dans une deuxième partie, j'aurais axé attendez, j'ai un trou, je suis Il désolée. y a pas de souci. J'aurais, donc toujours, hein, pour le soft power, pour bien montrer, que c'est un enjeu, géopolitique, j'aurais insisté sur, oui, pardon, j'aurais pris l'échelle des conflits à l'échelle nationale. Mmh. Montrer que, le patrimoine, c'était un objet, important, en termes de nation, de pays, Oui. que c'était des revendications nationales et donc on a parlé plutôt du local international dans la première sous-partie. Là, je parle plutôt de l'échelle nationale et j'aurais pris, l'exemple de Preah Vihear, un temple qui se trouve à la frontière, du Cambodge et de la Thaïlande et que les 2 États revendiquent, Mmh. et
qui en font des objets nationalistes, en fait, hein, de raisons de pouvoir national. Ensuite, j'aurais fait une deuxième partie sur des tensions parce que, en fait, l'utilisation du patrimoine peut être contestée. Hein. Donc, cette deuxième partie, c'était en quoi l'utilisation du patrimoine peut être contestée par différents acteurs. J'aurais pris, par exemple, dans le cadre du Mali, donc en fait, les djihadistes ont détruit des sites musulmans parce que ça ne correspondait pas à la foi, à la vraie foi qu'ils considéraient, la vraie version qu'ils considéraient de l'islam. Il y avait des saints, donc eux ne considèrent que les saints n'ont pas lieu d'être dans l'islam. Et il y avait aussi cette volonté d'aller contre l'hégémonie occidentale, puisque finalement la vision du patrimoine, c'est quand même une vision très occidentale, même si l'UNESCO agit à l'échelle mondiale, mais la défense du patrimoine, ça vient d'Europe en fait. Donc c'est la volonté de montrer, de remise en cause de l'hégémonie occidentale. Et dans une deuxième sous-partie, j'aurais montré aussi que cette utilisation, elle peut être contestée par les habitants au niveau local, en prenant par exemple le cas de Venise, qui est vraiment une ville touristifiée. Oui. On peut employer de la notion de muséification. Donc c'est compliqué pour les habitants d'y vivre parce que les prix augmentent, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est source de pollution. Donc il y a une contestation de la part des habitants face à ce tourisme de masse qui rend leur vie plus compliquée, même si certains en tirent des ressources, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des mesures qui ont été prises récemment par la municipalité de Venise pour protéger face à ce surtourisme. Et dans une dernière partie, donc j'aurais axé sur les limites en fait des tensions, montrer que c'est quand même aussi un objet de coopération, ce patrimoine, en reprenant l'exemple du Mali, en montrant que l'UNESCO agit avec les acteurs locaux pour reconstituer le patrimoine. Donc pareil, hein, il y a un jeu d'acteurs, échelle locale, échelle internationale, pour montrer la volonté de reconstruire et de préserver ce patrimoine. Et on aurait pu prendre l'exemple d'Abou Simbel aussi, le temple qui a été déplacé avec le barrage d'Assouan. Ça montre bien la coopération à différentes échelles. Et enfin, j'aurais pris l'exemple des œuvres d'art africaines pour montrer que la France aussi dans une volonté de coopération, de meilleure image d'elle dans certaines régions d'Afrique, a rendu une partie des œuvres d'art, notamment au Bénin, pour améliorer son image qui n'était pas, enfin, c'est pas une des raisons, mais une des grandes raisons, c'était valoriser son image qui était notamment gênée par l'influence de la Chine, etc. Donc voilà, et une conclusion, donc en reprenant bien ces deux thèmes, coopération, tension, et puis limite, voilà, et voilà. Merci beaucoup. On va tout de suite passer du coup avec le dernier sujet, donc l'étude critique de documents. Donc c'était un extrait du discours du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et en fait, il fallait montrer le rôle des différents acteurs face aux défis du changement climatique. Pas de difficulté particulière non plus sur ce texte par rapport au texte du jour 1. Il y avait moins d'ambiguïté. Oui, non, là, il n'y avait aucune ambiguïté. Hein. C'était, le sujet était bien posé, le texte était facile. Oui, en fait, c'est vrai que certains élèves ont été étonnés d'avoir un seul document, mais les professeurs d'AGGSP ont remonté à l'inspection générale que souvent, l'étude de documents était difficile. Donc, je pense que là, c'est un souci de simplification, en fait, tout simplement. Ouais, c'est pour ça d'où qu'ils le fait ont qu'il n'y ait mis... qu'un seul Voilà. document dans cette étude. Je pense Ok. que ce n'était pas du tout pour piéger les élèves. Au contraire, c'était pour que ce soit plus simple pour eux. D'accord. Et alors, du coup, sur ce texte, quel problème on pouvait en faire ressortir? Alors, déjà, repartir de la formulation de la problématique, hein, les différents acteurs,
qui doivent lutter contre ce changement climatique. Mmh. Bon, rappeler à quoi est dû le changement climatique, finalement, ça retombait un peu sur le sujet de la dissertation De la veille. d'hier, hein, Ouais. voilà. Donc, on pouvait, ou soit dans la première partie, ou soit le mettre dès l'introduction, rappeler le problème des gaz à effet de serre, etc., etc. On pouvait parler du protocole de Kyoto Kyoto, aussi oui. dans l'introduction en 1997, qui est la première vraie réunion Mmh. internationale qui s'engage à réduire les effets de serre. Voilà, et pour montrer que c'est quand même un débat ancien, ça date pas d'il y a 3 ans et que c'est un peu compliqué à réaliser. Mmh. Sinon, la source est fiable, c'est donc le secrétaire de l'ONU qui montre bien que c'est un problème à l'échelle internationale, puisque bien sûr, le changement climatique ne peut pas se traiter que d'un point de vue local, même s'il y a aussi des choses à faire au niveau local. Et donc, il s'adresse aux acteurs privés et publics des États les plus riches de la Mmh. planète. Donc, voilà. En développement, peut-être rapidement, Alors, en développement, j'aurais fait une partie en disant, parce qu'il faut bien le climato-sceptisme n'est pas accepté, hein. Le changement climatique est un fait acté scientifiquement. Mmh. Donc, pas se lancer sur oui, mais on ne sait pas. Non, hein, D'accord. on est bien d'accord, c'est comme hier avec les génocides. La GGSP, c'est factuel. Donc, faire une première partie, ce que dit Antonio Guterres, on est sûr qu'il y a un changement climatique dû aux activités humaines. Humaine. Et donc, on pouvait rappeler l'existence du GIEC depuis 1988, des différents COP, notamment la COP 21 de 2015, en complément de ce qui est cité dans le texte, où il explique bien que c'est un fait avéré et scientifique qui ne peut être mis en question. Donc, faire une partie sur ça. Ensuite, faire une deuxième partie sur les acteurs publics, puisque dans la consigne, hein, il parle bien des différents Oui. acteurs. Et le secrétaire de l'ONU le rappelle aussi, hein. Donc, il rappelle il faut que les États s'investissent dans ce changement climatique. Il y a un véritable rôle Mmh. des acteurs publics. Donc voilà, et il souligne bien que ce sont tous les États, et pas seulement les États les plus développés, qui doivent s'engager dans cette stratégie de diminution des gaz à effet de serre pour limiter le changement Mmh. climatique, puisqu'il parle bien sûr des pays riches, mais il parle aussi des pays émergents qui doivent accompagner aussi cette transition. Donc, il rappelle la responsabilité de tous les États Mmh. publics, voilà. Et on pouvait comme connaissance rajouter le rôle aussi des acteurs publics à d'autres échelles, comme la Californie, qui a dit vouloir continuer à être d'accord avec les accords de Paris, alors que Donald Oui, Trump oui. s'était retiré des accords de Paris. La métropole de New York a dit la même chose. Mmh. Donc voilà, comme complément de connaissances, on pouvait apporter ça en disant que, OK, il y a les États, mais à d'autres échelles, il y a aussi d'autres Mmh. acteurs publics qui s'engagent. Et dans une troisième... Alors, oui, bon, pourquoi c'est difficile? Oui, c'est difficile parce que il faut que tous les États s'accordent et S'entendre, ouais. forcément, il n'y a pas de loi Mmh. internationale, Mmh. donc c'est très compliqué. Et donc dans une dernière partie, j'aurais axé sur les acteurs privés, dont il parle aussi Oui. également, hein. Donc il cite il cite principalement les grandes entreprises des énergies fossiles, du Mmh. pétrole, du charbon, qui bien sûr sont les premiers responsables des gaz à effet de serre. Insiste bien sur le fait de dire c'est pas du greenwashing qu'on demande, hein, c'est pas de dire je fais 0,0001% de renouvelables et Ouais, ouais. 99,1% enfin je veux pas après, mais comme c'est un fait d'actualité, on peut peut-être le noter ou le mettre en ouverture. Par exemple, Total a eu récemment son conseil d'administration. Mmh. Et une association comme Extinction Rébellion est venue pour protester, Oui. pour voilà, hein. Après, il faut aussi que les entreprises
puissent vivre, on est bien d'accord, hein. Donc voilà, l'équilibre est compliqué à Oui, trouver. oui. Mais enfin voilà, hein, c'était bien de souligner que les acteurs privés doivent faire leur part et que bah, bien sûr, ça n'est pas simple parce que ça demande un changement de modèle économique. Mmh. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de correction. Bah, de rien. J'espère que ça a pu vous aider, au moins à vous situer, hein. Encore une fois, on vous le rappelle, hein, c'est une proposition, ce sont des propositions, de développement, de plans, des propositions de problématiques, mais rien d'absolu. Je vous rappelle également que vous retrouverez sur le site de l'étudiant, très prochainement un corrigé écrit aussi de l'épreuve d'AGJSP qui pourra peut-être vous donner encore peut-être d'autres éléments, qui étaient possibles de développer. Merci encore de votre présence, Bah, de rien. sur Mmh. ces vidéos corrigées. Je vous dis à très bientôt, pour, de nouvelles vidéos sur, la chaîne YouTube de l'étudiant.